Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin et cet après-midi, en fait, pour notre première journée pouce carré de l'année. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour deux présentations de deux maisons d'édition différentes. Donc, on va avoir les éditions Fonfon qu'on va voir ensemble cet avant-midi. Et ensuite, après la pause du dîner, on va aller du côté des éditions Méga. Donc, ce sont des livres qui sont destinés à un public pour le primaire. Et j'ai beaucoup d'albums à vous présenter. Quelques petits romans aussi, romans première lecture, des romans un peu plus avancés du côté de Méga, et des documentaires. Donc, ça va être pas mal ça le tour d'horizon qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Brièvement, je vais me présenter. En fait, si vous êtes à votre première présentation Pouce Carré, en fait, nous, Pouce Carré, on agit à titre de représentante en littérature jeunesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les maisons d'édition nous mandatent pour vous présenter leur catalogue. Donc, à vous, enseignants, bibliothécaires, techniciens, techniciennes, vraiment n'importe qui agit dans le milieu là, de la littérature jeunesse. Et notre but, c'est de vous faire connaître qu'est-ce qui est publié au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, dans les communautés francophones. Et de vous faire connaître, oui, bien sûr, les nouveautés, mais aussi des fois les publications plus de fond qu'on appelle pour avoir toujours là, du matériel qui est pertinent à l'enseignement, qui est pertinent aussi pour les niveaux dans lesquels vous travaillez. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait. Notre but, c'est vraiment de faire vivre la littérature jeunesse dans les écoles et de vous faire connaître le plus possible des livres qui sont pertinents. Moi, je m'appelle Rose Carrière-Daigneault. On s'est peut-être déjà rencontrés dans d'autres présentations. Je travaille avec Pouce Carré depuis un peu plus d'un an et c'est de plus en plus moi, en fait, qui fais les présentations. Donc, ça se peut qu'on se soit déjà croisés. Si ce n'est pas le cas, ben, je suis très contente de vous rencontrer. Et n'hésitez pas, là, au courant de la présentation, si jamais vous avez des questions ou juste en mettre quelqu'un d'autre. OK. Si jamais, oui, vous avez des questions, commentaires, si vous voulez intervenir, gênez-vous surtout pas, là, c'est toujours le fun quand c'est un petit peu interactif. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, prenez la parole si vous avez quelque chose à dire sur les livres. Si jamais il y en a que vous connaissez très bien, que vous voulez ajouter quelque chose, ou s'il y a des petites incompréhensions, des petits questionnements, gênez-vous surtout pas. Pendant que je vais installer je vais mettre la bibliographie dans le chat. Donc, la bibliographie, pardon. Pour Fonfon, si jamais c'est la première fois que vous assistez à une présentation de Pouce Carré, en fait, nos bibliographies, elles sont interactives, si je peux dire. Donc, vous avez la liste des livres que moi, j'ai sélectionnés pour la présentation. Vous avez la page couverture, vous avez toutes les informations bibliographiques. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur la fiche du livre sur le site deslibraires.ca. Donc, vous avez des informations supplémentaires. Si jamais aussi vous voulez vous procurer les livres, ça vous donne de librairies indépendantes dans lesquelles ils sont disponibles. Et quand il y a des outils pédagogiques qui ont été créés par les maisons d'édition pour accompagner les livres, il y a aussi le lien dans la bibliographie. Donc, vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène directement à la fiche pédagogique pour vous donner là, différentes idées d'activités à faire avec les livres. D'ailleurs, font des outils pédagogiques pour absolument toutes leurs publications. Donc, il y a vraiment un bassin assez riche d'activités pédagogiques que vous pouvez faire avec les livres de Fonfon. Ça, je trouve que c'est vraiment une des forces de cette maison d'édition-là. Et en tout cas, moi, je trouve que les fiches pédagogiques, c'est tellement des outils précieux. Là, je suggère fortement d'aller consulter, oui, pour donner des activités d'exploitation des livres, mais aussi juste en termes pour en apprendre un peu plus sur les livres. Des fois, vous voyez un livre, je ne sais pas vraiment si c'est adapté à ma situation particulière ou peu importe. Souvent, les fiches pédagogiques, ça va donner des informations supplémentaires sur le livre. Vous allez avoir des listes de thèmes, vous allez avoir un public cible, vous allez avoir souvent un résumé qui est un peu plus détaillé que ce que vous trouvez sur la quatrième de couverture. Vous allez avoir des informations comme ça qui peuvent, même des fois, il y a des extraits qui sont disponibles. Donc, pour avoir plus d'informations sur le livre, je pense que c'est un outil qui est vraiment pertinent. Donc, on va commencer avec Fonfon, comme je disais. Fonfon, c'est une maison d'édition québécoise qui publie des albums et ils ont une nouvelle collection, en fait, la collection Sorbet,
qui propose des romans pour les 7 à 10 ans. Donc, les premiers lecteurs, ce sont des romans qui sont réfléchis pour être accessibles pour les petits lecteurs, pour développer la lecture autonome. On va en voir quelques-uns tantôt. Donc, c'est vraiment une chouette addition à leur catalogue. Et les deux autres collections qu'on va voir aujourd'hui ensemble, la première, c'est la collection Histoire de vivre. Donc, ça va être des albums qui vont aborder des thèmes des fois un peu plus délicats, qui sont surtout proches de la réalité des jeunes. Le but des livres, c'est de partager des émotions, d'amorcer la discussion. Il va y avoir des thématiques comme le racisme, les différences, les émotions, bref, des thèmes comme ça qui sont peut-être un peu plus délicats à aborder en classe, mais ces livres-là vont comme ouvrir la discussion, des fois apporter un regard différent aussi sur une situation un peu plus délicate comme ça. La deuxième collection, c'est la collection Histoire de rire. Là, on est vraiment dans le plaisir de la lecture. On veut offrir des histoires qui sont drôles, qui ont du punch, vraiment pour développer en fait le réflexe de penser que la lecture, c'est un moment qui est agréable, un moment qui est drôle, et pour euh, développer, bref, le réflexe de la lecture. Je vais vous partager mon écran un instant pour vous montrer le site de Fonfon pour vous montrer un peu comment avoir accès aux fiches pédagogiques. Je vous disais qu'il y avait une offre assez riche, donc je pense que ça vaut la peine de passer un peu de temps là-dessus. OK, quand ça fonctionne comme ça, vous voyez l'écran Fonfon. Parfait. Donc, quand vous arrivez sur le site de Fonfon, vous avez les nouveautés comme ça que vous pouvez aller consulter. Et dans la barre en haut, vous avez la section pour les écoles. Quand on clique dessus, ça va nous amener, en fait, il y a deux types de fiches pédagogiques chez Fonfon. On a des fiches qui sont un peu plus générales, si je peux dire, sur le monde du livre. On va par exemple avoir cet outil-là sur la chaîne du livre. Donc, c'est des outils qui sont reproductibles. Vous avez le droit de les imprimer, s'accrocher dans les murs de la bibliothèque, sur les murs de votre classe, etc. Et ça vous parle ici, bon, de la fiche du livre, de tous les différents métiers qui sont impliqués dans la confection d'un livre. Il y a aussi des ateliers d'écriture. Il y a un bingo fond. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est une chouette activité. Vous avez un bingo comme ça avec toutes les couvertures des livres. Donc, à chaque fois qu'on lit un livre, on peut l'estampiller et être le premier ou la première classe de l'école, par exemple, à avoir fait un bingo. Je trouve que c'est vraiment une activité qui est drôle. Et quand on continue à descendre, là, on a vraiment les fiches pédagogiques qui sont par livre. Comme je vous disais, chaque livre a sa fiche pédagogique. Mettons qu'on veut aller voir l'enfant orchestre, on peut cliquer dessus. On va avoir un résumé comme ça. Vous allez avoir une liste de thématiques principales. Ça aussi, c'est chouette pour cibler rapidement là, des livres si vous cherchez une thématique précise. Vous allez avoir quelques points un peu pour vous convaincre, si je peux dire, de lire le livre. Pourquoi est-ce que ce livre-là est pertinent? Pourquoi est-ce que ce livre-là mérite d'être exploité en classe? Et ensuite, on a deux colonnes. On a la colonne activité, ça va être des activités un peu plus ludiques, si je peux dire. On va avoir des coloriages, des fois on va avoir des mots croisés, des activités comme ça, des points à relier qu'on peut faire qui vont être en lien avec le livre, mais qui vont être plus pour s'amuser. Du côté des trousses pédagogiques, on va toujours avoir des trousses différentes selon les niveaux. Donc, on va avoir une trousse pour le préscolaire, pour le premier cycle du primaire, deuxième cycle du primaire et troisième cycle du primaire avec des activités qui sont adaptées à ces âges-là. Et on a toujours le cahier de l'élève et le guide de l'enseignant. Donc, si je vais voir, par exemple, pour le cahier de l'élève du premier cycle, on va avoir ici, bon, on a une fiche d'appréciation, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, notre note sur 5. Et on va avoir ici un dessin à faire par rapport à l'histoire. Bon, ici, on peut transformer une caractéristique en objet magique. Donc, une activité comme ça où est-ce qu'on va travailler notre imagination, la musique et les émotions, plein d'activités comme ça. Et dans le cahier de l'enseignant, bon, on va avoir des petites indications, comment aborder chaque activité, quel lien à faire avec tel passage du livre, des indications complémentaires comme ça. Donc, voilà pour les fiches pédagogiques. Je pense que ça vaut vraiment la peine là, si ça vous intéresse d'aller fouiller là-dedans. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a aussi une autre manière, là, des fois,
d'aller voir les fiches pédagogiques. Si on va dans la section livres, vous avez ici toutes les collections. Si par exemple, moi, je vais dans la collection Sorbet et je choisis ce livre-là, en fait, en allant sur la fiche du livre, ça vous permet aussi, si vous descendez, d'avoir accès aux trousses pédagogiques, si jamais. Un autre, outil, si je peux dire, que j'aime bien chez Fonfon, que je voudrais glisser un petit mot rapidement, c'est l'atelier de création. Si vous allez, on est toujours dans le menu en haut, dans la section numérique. Atelier de création, en fait, c'est un logiciel, si je peux dire, une plateforme qui a été créée pour que les jeunes puissent inventer leur propre histoire. Donc, on reprend les personnages, les univers des albums qui sont publiés chez Fonfon, donc des personnages que les jeunes connaissent déjà, et ça permet de les mettre dans toutes sortes de situations. On peut créer des dialogues, on peut créer des péripéties, on peut ajouter du texte, mettre des pistes audio, choisir des décors, des accessoires. Donc, ça permet de donner une deuxième vie, si je peux dire, à ces personnages-là. Et voilà, donc je trouve que c'est une plateforme qui est super intéressante, qui est vraiment chouette à utiliser autant en classe que des fois à la maison pour poursuivre justement la lecture. Et un dernier mot pour dire que la plupart des livres Fonfon sont disponibles en version audio. Et ce sont vraiment des versions audio là, où le livre est raconté le mot pour mot, donc on peut suivre en même temps avec le livre physique. Mais il y a des ajouts, là, il y a beaucoup d'ambiance dans les versions audio. Je trouve que c'est vraiment chouette. Des fois, ça peut faire changement de, de lire le livre à voix haute comme ça à nos élèves. Quand vous allez dans la section livres, vous avez Fonfon Audio tout en bas. Sur le site, il y a quelques livres qui sont disponibles en extrait, donc vous n'avez pas le livre au complet. Mais si vous allez sur la plateforme de Radio-Canada Audio, donc cette plateforme-là, il y a le lien là, ici, sinon vous allez normalement dans la plateforme. Et quand on arrive sur Radio-Canada Audio, en haut, on peut faire une recherche simplement en écrivant Fonfon. Et ils sont tous ici les livres qui sont disponibles gratuitement en version audio intégrale. Donc, par exemple, si je veux lire Anatole qui ne sèche jamais, on peut lancer l'écoute comme ça et suivre le livre en direct. Voilà, donc c'était pour ma petite présentation des outils de Fonfon. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que tout va bien? C'est bon? Parfait. J'en ai comme ça fonctionne. Je vais juste voir si j'ai pas manqué personne dans la salle d'attente. OK, c'est bon, tout le monde est là. Génial. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec ma présentation des livres. Je vais commencer par la collection Histoire de vivre, donc les livres qui abordent là, des thématiques qui sont un peu plus parfois délicates ou juste de la vie de tous les jours. Je les ai classés le plus possible là, en ordre en fait, comment je les ai classés, c'est vraiment en ordre de parution. Donc, je commence avec les plus récents et je m'en vais avec en ordre comme ça. Donc, voilà. Donc, les premiers livres que je vous présente, ça va être des nouveautés. Le premier que j'ai à vous présenter, je le trouve vraiment drôle et bon, je vais vous l'avouer personnellement, je me suis vraiment reconnue dans le personnage principal. Vous allez voir, ça s'appelle Aujourd'hui promis de José Bisaillon. Et dans ce livre-là, en fait, on va suivre notre personnage qui est une jeune fille qui doit préparer un exposé oral sur les tigres. Elle adore les tigres, c'est vraiment sa passion. Puis en vérité, c'est qu'elle a hâte de faire son exposé oral sur les tigres. Par contre, ça fait plus d'une semaine qu'elle se dit aujourd'hui, je commence ma préparation, mais elle trouve toujours autre chose à faire. Hein? Elle fait un peu de procrastination. Je vais vous montrer comme ça à l'intérieur. Les illustrations sont super belles, super colorées. Et là, bon, elle nous dit justement, je dois vraiment me mettre aujourd'hui, c'est promis. Je vais commencer, aujourd'hui c'est dimanche, c'est la fin de la semaine, je vais commencer ma présentation. Et là, elle nous explique, bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui a fait en sorte qu'elle n'a pas pu s'y mettre. Bon, lundi, elle avait son cours de natation. OK. Mardi, elle n'avait pas de crayon orange. Puis là, elle fait une présentation sur les tigres. On ne peut pas commencer sans crayon orange. Ensuite, mercredi, ben, elle pensait qu'elle avait peut-être un début de rhume, fait que c'est plus sage de se reposer. Jeudi, elle devait laver l'aquarium, puis finalement, son rhume était passé. Et vendredi, ben, c'était presque à la fin de semaine. Elle n'avait pas pu se mettre à travailler. Puis samedi, ben, c'est le début de la fin de semaine. On ne travaille pas samedi. Sauf que là, on est rendu dimanche et elle a comme plus le choix vraiment. Mais là, avant de s'y mettre, hein, pour s'installer à son bureau, elle veut avoir un espace de travail propre, efficace. Donc, elle va se mettre à faire le ménage. Parce que, bon, c'est bien connu, c'est beaucoup plus efficace de travailler dans un environnement bien aménagé. Donc, elle va se mettre à
faire le ménage. Et là, je vais porter votre attention, en fait, dans chaque illustration, on a un petit tigre qui se cache, donc qui la suit un petit peu dans toutes ses aventures. Par exemple, ici, on a la queue du tigre qui dépasse dessous son lit. Je trouve que ça peut être une chouette activité un peu de chercher-trouve là, à intégrer à la lecture. Et là, bon, elle se dit, OK, je vais commencer, mais là, on dirait que j'ai un petit peu faim, donc je vais prendre une collation hein, pour travailler le ventre plein. Et là, elle voit sa mère qui est en train de lire un livre sur le divan, comme ça, bien installée tranquillement avec leur chat. Là, elle se dit, ah, mais ma mère, elle a vraiment l'air de s'ennuyer, là, tu sais, ça serait mal poli de la laisser toute seule comme ça. Je vais aller lui tenir compagnie un petit peu. Maman, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Oh, je pense que sa mère, elle aurait préféré qu'elle la laisse tranquille. Et là, ses amis vont sonner à la porte. Ils vont lui offrir d'aller jouer dehors avec eux. Puis là, elle se dit, oh, mais, tu sais, on réfléchit tellement bien qu'on a le cerveau aéré, donc ça vaut la peine que j'aille prendre l'air un petit peu. Donc, elle va se mettre à jouer avec ses amis. Ils vont se construire une cabane dans les bois, dans un arbre, pardon. Et là, bon, la journée passe comme ça, c'est long de construire une cabane. Et là, quand vient l'heure d'aller souper, elle se dit, ah, mais je vais juste terminer. En fait, il faudrait faire une toile pour décorer la cabane. Ce serait beaucoup plus joli. Donc, je vais terminer ça. Puis tout de suite après, je vais aller souper. Puis après le souper, promis, je commence ma présentation. Vous vous en doutez. Elle ne va pas commencer sa présentation parce que elle a passé la journée à faire tellement de choses et elle est complètement épuisée. Elle n'a plus d'énergie pour travailler sur sa présentation, donc demain, promis, je m'y mets. Je trouve que c'est vraiment une histoire qui est très drôle. Je pense que, bon, comme je disais, moi, je me suis un petit peu reconnue dans ce personnage-là. Je pense qu'il y en a plusieurs autres qui feront se reconnaître. On prend ça avec une petite pincée d'humour. Et à la toute fin, à la fin de chaque livre qu'on fait, on a une espèce de dossier informatif, si je peux dire. Dans ce cas-ci, c'est un dossier sur la procrastination. C'est quoi la procrastination? Des fois, c'est un mot compliqué qu'on n'a pas entendu. Comment est-ce qu'on peut la définir? Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour passer par-dessus, se mettre en action? On a quelques stratégies pour ne pas devenir comme notre personnage de aujourd'hui, promis. Le deuxième livre que j'ai à vous montrer, en fait, on l'a vu un petit peu tantôt quand je vous ai présenté la plateforme, c'est celui que j'ai utilisé en exemple. Ça s'appelle L'Enfant Orchestre. L'Enfant Orchestre qui est écrit par Fanny Rainville et illustré par Élodie Duhameau. Je vais juste admettre quelqu'un dans la salle. OK. Donc, L'Enfant Orchestre, en fait, ça va raconter l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth, elle nous dit qu'elle est née avec une trompette dans la main. Et plus elle grandit, plus cette trompette-là grossit et plus elle fait du bruit. Et de plus en plus, cette trompette-là fait du bruit au mauvais moment. Et bon, à la maison, elle adore ça, faire des concerts de trompette, ça dérange personne, mais depuis qu'elle est rentrée à l'école, ça dérange un peu tout le monde, hein, des fois, dans des moments où est-ce qu'il faut être en silence. Elle aimerait ça que sa trompette se calme un peu. Sa meilleure amie va lui proposer de l'enrober comme une momie. Comme ça pourrait empêcher sa trompette de se manifester. Mais là, Elisabeth, maintenant, elle n'a plus juste une trompette, elle a de plus en plus d'instruments qui sortent un peu partout de son corps. Et ils vont réussir, en fait, à se faufiler à l'extérieur de ce déguisement de momie-là. Ça ne fonctionne pas du tout. Et là, aujourd'hui, c'est le moment où ces instruments de musique doivent rester silencieux parce qu'ils ont une sortie scolaire pour aller voir un concert de musique classique. Elisabeth, elle, c'est son rêve de jouer dans un orchestre. Elle adore la musique classique. Elle aimerait beaucoup jouer dans un orchestre, mais elle sait qu'avec ces instruments incontrôlables, ça risque d'être un grand défi. Et là, elle va supplier ces instruments. Elle va dire, non, chut, je vous en supplie, restez silencieux pour une fois. J'attends ce moment depuis si longtemps. Ils vont assister au spectacle. Elisabeth va être vraiment impressionnée, va adorer, mais là, ce qui devait arriver arriva. Même malgré le fait qu'elle se concentre fort pour faire ses exercices de respiration, ces instruments vont se mettre à interrompre le concert.
Et là, le chef d'orchestre, au lieu de se fâcher, il va lui demander, il va dire, Hmm, est-ce qu'une musicienne en herbe aimerait se joindre à nous? Et là, Elisabeth est un peu gênée. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais sa meilleure amie lui dit, vas-y, c'est ton jour de chance, c'est ton plus grand rêve, il faut que tu saisisses l'occasion. Donc, Elisabeth va monter sur la scène. Elle va jouer de la musique comme ça, va vraiment là, laisser tomber toutes les barrières qu'elle se mettait. Elle va se donner à cœur joie, va vraiment montrer qui elle est et va jouer de son concert comme ça. Tout le monde va applaudir, tout le monde va être vraiment fier d'elle, va adorer la musique qu'elle a fait. Et à la fin du spectacle, le chef d'orchestre va aller la voir pour la féliciter. Il va lui dire, bon, ça m'a demandé beaucoup de courage, je suis fière de toi, ça t'a montré que tu peux accomplir des grandes choses malgré tes difficultés. Et il va lui révéler son petit secret à lui, c'est que lui aussi, il a une trompette de cachet dans son veston. Et là, dans toute cette histoire-là, en fait, on n'a jamais vraiment bon, peut-être que certains d'entre vous l'auraient compris, c'est un peu écrit aussi dans la fiche du livre, mais on parle en fait d'une enfant qui est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Mais dans le livre, c'est jamais mentionné comme tel. On est vraiment tout dans la métaphore de justement avoir des instruments de musique qui se mettent à jouer n'importe comment. Donc, ça peut être, je trouve que c'est intéressant pour ouvrir le sujet, pour montrer aussi que justement avec le personnage d'Elisabeth, que on peut accomplir de grandes choses malgré nos difficultés. Je vois Stéphanie qui dit, je suis maman de 2 enfants Tourette, très difficile pour eux. C'est une merveilleuse histoire de sensibilisation des amis. Effectivement, c'est justement ce que j'allais dire. Des fois, c'est peut-être la réalité de certains élèves dans la classe. Je pense que ça peut être une bonne histoire pour justement déconstruire certains préjugés, pardon, ouvrir la discussion et aussi pour les enfants qui sont atteints de ce syndrome-là, de montrer qu'ils sont capables de faire des belles choses. Et on a un dossier justement à la fin qui peut guider les enseignants ou les adultes pour amorcer la discussion suite à cette lecture-là. C'est vraiment un bel album. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça avait beaucoup de sensibilité, que c'était fait avec justesse et que ça abordait le sujet vraiment d'une manière très intéressante. Je prends un petit peu d'eau avant de poursuivre. Le prochain album que j'ai à vous montrer, je pense que c'est vraiment un gros coup de cœur chez Pouce Carré. Là. Tout le monde, on adore Hugo. C'est vraiment une belle histoire d'un chien trop mignon. Je pense que c'est le genre de livre là, qui on lit puis on peut pas s'empêcher de l'enchaîner. Oh, trop mignon! Parce que là, Hugo est absolument adorable. C'est une histoire de Catherine Bregrenier. Et en fait, Hugo va parler d'abandon animal. Donc, on va rencontrer notre personnage principal, Hugo, qui est un chien qui vient tout juste d'être adopté. En fait, il a été abandonné et il était dans un refuge, comme ça, donc on le voit ici, au refuge, et il vient tout juste d'être adopté par Violette. Violette va l'amener, va l'amener chez elle, pardon. Et bon, Violette va vraiment tomber en amour avec Hugo, le trouve tellement mignon, va l'amener à la maison et tout ce qu'elle veut, elle, c'est lui donner tout l'amour du monde. Sauf que Hugo, lui, bon, il nous raconte que dans son passé, il n'a pas été traité de la manière la plus douce possible. Hein. Son ancien maître était des fois méchant avec lui, des fois il était un peu violent. Donc on voit ici qu'il des fois lui donnait des coups de pied. Il le laissait comme ça dans la neige quand il faisait des mauvais coups. Donc lui, il connaît Violette, elle veut lui donner beaucoup d'amour, mais Hugo, il connaît pas Violette et il reste un peu sur ses gardes. Elle va l'amener à la maison. Elle lui a fabriqué un joli coin douillet juste pour lui, parce qu'il va se sentir bien. Mais lui, bon, un peu, cette immensité-là, ça le paralyse un peu. Il va commencer à explorer son quartier. Il va rencontrer d'autres chiens. Au début, il est un peu peureux face aux autres chiens. Il va rencontrer Théo. Et Hugo a un peu peur du maître de Théo parce qu'il lui fait beaucoup penser à son ancien maître qui était violent avec lui. Donc au début, il va être sur ses gardes. Puis après ça, il va se rendre compte que Violette, elle s'entend très bien avec le maître de Théo. Donc ça c'est peut-être un indicatif que c'est pas une si mauvaise personne que ça. Donc Hugo va commencer tranquillement à tâtons à devenir ami avec Théo et avec son maître.
Et il va même, bon, le maître de Théo va lui donner de la nourriture, hein, comme ça. C'est sûr que c'est une manière de l'amadouer. Théo, son nouvel ami chien, en fait, Hugo va se rendre compte qu'il a vraiment peur de rien, hein. C'est un chien qui est très joyeux, gambade partout, saute partout, court après les écureuils. Et Hugo va de plus en plus commencer à se dire oh, ben, tu sais, j'ai peut-être envie de prendre exemple sur lui. Il va aller visiter Théo chez lui. Et là, il va voir en fait la cour extérieure de chez Théo est entourée d'une clôture et là, ça va un peu lui faire peur parce que ça va lui rappeler la cage dans laquelle son maître l'enfermait toujours avant. Il va un peu être sur ses gardes, mais toute la famille va l'encourager. Son nouvel ami, il va se rendre compte en fait qu'il il sera plus jamais seul, qu'il va toujours pouvoir compter sur son nouvel entourage. Et ça va, bon, on voit ici qu'il est en train de l'encourager de passer de l'autre côté de la clôture. Et il va se rendre compte, en fait, que justement, c'est pas sa faute s'il s'est fait abandonner. Et il va apprendre justement à avoir confiance en lui, confiance envers les autres, mais aussi confiance en son nouvel environnement, hein, que certains objets qu'il associe à un danger, en fait, ne sont pas réellement dangereux, puis il va apprendre justement à s'épanouir. Il va essayer qu'il fait plein d'activités avec des chiens, avec d'autres humains, qu'il va explorer plusieurs endroits du quartier. Et à la toute fin, on le voit ici qui est complètement, lui aussi, il se sent bien chez lui maintenant avec Violette. Et les deux vont s'endormir comme ça, un à côté de l'autre. C'est vraiment une belle histoire justement sur les animaux qui ne peut pas complètement craquer devant Hugo, qui est absolument adorable. Et en plus, à la toute fin, bon, on a le dossier, comme je disais, cette fois-ci sur l'abandon animal. Et on a en fait une photo du véritable Hugo qui existe pour vrai. Donc, on le voit ici. Je pense que ça peut être chouette de le montrer à la fin de la lecture. C'est le chien de l'autrice, en fait. Dans la vraie vie, il s'appelle Henri. Et donc, voilà, je trouve que c'est une belle histoire. C'est un sujet, peut-être, justement, qu'on peut capter l'attention avec le fait qu'on parle d'un chien, tout le monde aime, ben, presque tout le monde aime les chiens, mais on aborde quand même un sujet peut-être un peu plus sensible, parler de l'abandon animal, des fois aussi, bon, là, on parle d'un chien, mais ça peut être de toutes sortes d'animaux. Mais c'est une histoire qui reste quand même remplie de tendresse, tout en sensibilisant justement à la cause de la négligence ou de l'abandon animal. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Génial. Je vais poursuivre un petit peu dans cette collection-là. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre dont les illustrations sont absolument fantastiques. C'est le genre de livre qu'on lit tranquillement, qu'on regarde des images. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle La petite fille en papier émeri. C'est écrit par Pierrette Dubé et illustré par Cara Carmina. On va faire la rencontre de la famille Origami Point de Riz. Ils habitent la rue des Petites Maisons en papier. Je vais vous montrer les illustrations. Je vais vous montrer de plus près. Donc, c'est vraiment en fait, c'est du matériel qui a été utilisé pour faire les illustrations, donc vraiment en bricolage 3D, si je peux dire. La technique m'échappe, c'est écrit à la fin. Le diorama, c'est la technique qui est utilisée. Donc ici, on voit toute la rue des petites maisons en papier. Et on va faire la rencontre de Monsieur Origami, qui est le papa, qu'on voit ici en train de fabriquer des origamis, et de Madame Point de Riz, qui est la maman. Donc, comme vous voyez ici, là, la robe de la maman est véritablement en laine qu'on a collée comme ça. C'est vraiment, vraiment une belle illustration. Après ça, évidemment, les activités à la manière de qu'on peut faire avec ça, vraiment, les possibilités là, sont vraiment infinies, pratiquement. Et on va faire la rencontre ensuite de leur petite fille, qui est notre personnage principal. La petite fille s'appelle Lily. Et Lily, elle est faite en papier émeri. On la voit ici. Et en fait, Lily, elle est un peu... elle n'a pas vraiment d'amis, elle est un peu rejetée. Tout le monde la trouve trop rugueuse, trouve qu'elle n'a pas assez de couleurs. Et elle a l'impression que ça l'éloigne un peu les enfants. Ils n'ont pas envie de se joindre à elle. Sa mère va lui tricoter un joli cardigan qu'elle trouve très joli. Donc, on la voit ici que c'est le cardigan. Sauf qu'à cause de
sa texture, la laine va briser hein, à la longue pendant que la laine frotte là, sur le papier émeri, ça va toute la briser. Son père va ensuite lui fabriquer une, une jolie cape avec du papier. Évidemment, il va arriver la même chose. La cape va toute se déchirer. Et elle a vraiment l'impression là, que, en fait, tout le monde, elle ne peut pas s'intégrer, bref. Un jour, elle va recevoir en cadeau une toupie en bois. Donc, c'est sa fête. Et elle reçoit une toupie ici. Et elle va se rendre compte que plus elle joue avec la toupie, plus la toupie devient douce, hein, parce que le papier émeri va polir le bois, va le, le rendre de plus en plus doux. Et elle va se mettre elle va s'amuser à façonner le bois. Et à chaque fois que les gens vont lui demander, bon, qu'est-ce que tu fais? Elle va dire, ben, je fais des petits trucs. Moi, je vais juste m'arrêter pour vous montrer. Moi, je trouve que cette illustration-là, je la trouve tellement belle là, avec les arbres qui sont faits de brindilles comme ça, là. Le petit aménagement comme ça ici avec la cocotte, la mousse. Vraiment, je trouve que les illustrations sont fantastiques. Donc, elle fait ses petits trucs. Ses parents vont lui donner des outils pour sculpter le bois, pour qu'elle continue à faire des petits trucs. Donc, on la voit ici en train de sculpter un bloc de bois. Et elle va en fait offrir ces petits trucs à ses camarades de classe. Et petit à petit, elle va commencer à se faire des amis. Ici, on voit toute la tablette avec les petits trucs qu'elle a façonnés. Et elle va comme ça, tranquillement, commencer à se faire des amis grâce à ces petits trucs. Et on va la retrouver à la fin, pardon, des années plus tard. Lily est devenue adulte. Elle habite toujours sur la rue des petites maisons en papier, mais elle s'est construite une maison en bois, ce qui lui convient bien mieux. Et on a à la fin la fiche là, complémentaire, c'est sur les techniques d'art. Comment est-ce qu'on peut utiliser différents matériaux pour faire de l'art. Et on va nous expliquer en fait les matériaux qui correspondent au nom des personnages. Donc le papier émeri, l'origami, qu'est-ce que c'est, et le point de riz aussi, qu'est-ce que c'est. Pour faire référence aux personnages. Mais voilà, je trouve que c'est une histoire qui, oui, l'histoire en tant que telle est belle, c'est une belle histoire d'affirmation de soi, justement de découvrir qui est-ce qu'on est, comment est-ce que le fait qu'on soit unique, c'est notre force, mais aussi les illustrations, franchement, sont absolument magnifiques. Moi, j'ai beaucoup adoré La petite fille en papier émeri. Je vais ensuite aller... laissez-moi réfléchir. OK. Je vais y aller avec peut-être un dernier dans cette collection-là avant de passer à l'autre. C'est un album de Simon Boulris qui est illustré par Marianne Ferrer qui s'appelle Ma langue fleurie. Vraiment, là, c'est une histoire qui est juste touchante, qui fait du bien. C'est une histoire doudou, là, j'ai envie de dire. C'est vraiment une belle histoire, en fait, de l'amour entre une mère et son fils. Cette mère et ce fils-là partagent une passion pour la papeterie. Ils adorent aller acheter des crayons, aller sentir les crayons à la papeterie, se faire une belle collection de crayons. Ils adorent cette activité-là. Donc, on les voit ici en train de magasiner. Et l'autre passion de la mère, ce sont les fleurs. Fait qu'elle adore dessiner des fleurs comme ça. En fait, elle est bénévole la fin de semaine dans une résidence pour personnes âgées dans laquelle elle va faire des activités d'art. Donc, elle amène des bouquets de fleurs que les personnes âgées doivent reproduire de la manière qu'ils veulent, avec la technique qu'ils veulent, pour justement comme ça développer leur créativité. Une des techniques, si je peux dire, là, que la mère va transmettre à son fils, puisqu'ils adorent écrire avec des stylos. Des fois, c'est pas super pratique hein, parce que quand on fait des fautes avec un stylo, ben, c'est difficile d'effacer hein, ou de revenir en arrière. Mais la technique que la mère propose, c'est de remplacer les fautes par des fleurs.
Ah, c'est beau. Donc, elle va, par exemple, corriger les accents avec des fleurs, enlever des fois des... Bon, on a mis un S de trop, mais on peut le camoufler par une fleur. C'est tellement beau. Je trouve que c'est une belle technique. Et il va nous raconter même qu'il a, lui, il s'est approprié cette technique-là en poussant un peu plus loin. Puis quand il doit répondre à des choix de réponse, au lieu de faire un X dans la case, il va faire une fleur, comme ça. Et justement, on assiste dans cette histoire-là à des scènes du quotidien dans lesquelles mère et fils vont partager leur passion pour les fleurs et pour les stylos, pour la papeterie. Et à la toute fin, en fait, le fils va inscrire sa mère dans un concours de bénévoles. Lui, il est tellement fier de sa mère, de ce qu'elle fait dans la résidence des personnes âgées, qu'il va l'inscrire à ce concours de bénévoles-là. Il va écrire une magnifique lettre au jury pour donner la candidature de sa mère, donc avec la technique de l'ajout des fleurs, comme ça. Et il va aussi offrir à sa mère un bouquet qu'il a confectionné lui-même, en fait, avec une rose qu'il a achetée chez le fleuriste et différentes fleurs sauvages qu'il a cueillies lui-même. Donc, ça fait un bouquet pêle-mêle un peu qui, selon lui, le traduit bien la relation qu'ils ont. Et à la toute fin, on a en fait un petit cours pour apprendre à ressusciter les crayons séchés. Oh, pardon, j'ai accroché mon écran. Pour ressusciter pardon, les feutres séchés. Donc, on a différentes techniques avec de l'eau, avec du vinaigre, avec de l'alcool pour prolonger la durée de vie de nos crayons. Donc, c'est un album qui est un petit peu plus long, je vous dirais. Il fait une soixantaine de pages, donc il est quand même plus long qu'un album classique. Je trouve que c'est un bon album justement peut-être pour les plus vieux, pour pousser la lecture un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est vraiment juste une histoire qui est douce, qui est belle, qui partage une passion commune entre une mère et son fils. Après ça, on peut euh, réfléchir à toutes sortes de relations, justement. Où, moi, mon meilleur ami et moi, on est meilleurs amis parce que les deux, on aime jouer au soccer, par exemple. Donc, penser justement à le privilège que c'est de partager une passion avec quelqu'un. Justement, par rapport aux albums qui sont un peu plus longs, chez Fonfon, il y a quelques albums qui ont un format qui est un peu différent. Comme ici, j'ai Anatole qui ne séchait jamais. Je vais peut-être vous le comparer, là, pour que vous voyez ce que je veux dire. À l'écran, c'est un peu dur de voir. Mais on est vraiment plus proche d'un format roman dans ces albums-là. C'est des albums aussi qui vont avoir plus de texte. Donc, bref, je vais peut-être vous montrer une photo au hasard, une page au hasard comme ça. Donc, c'est des albums qui sont comme vraiment un hybride roman-album. Je trouve que c'est chouette comme avec les plus vieux, aussi pour commencer la lecture autonome. Je trouve que c'est des bonnes suggestions. Donc, on a toujours un texte qui est accompagné d'une illustration. Des fois, on a des pages avec un petit peu moins de texte, comme celle-là. Et les histoires sont plus longues aussi. Donc, je trouve que c'est des bons livres de transition, si je peux dire. Et dans Anatole qui ne séchait jamais, en fait, on va faire la rencontre d'un duo de frères et sœurs. Donc, Anatole, c'est le petit frère. Et sa grande sœur, en fait, elle est bien tourmentée parce qu'Anatole n'arrête pas de pleurer. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, même s'ils racontent des blagues, font des grimaces, chantent des chansons, Anatole est toujours en train de pleurer. Il est inconsolable. Et sa sœur elle a une idée, en fait. Elle va se mettre à dessiner. Elle va passer une journée au complet à dessiner plein de choses qui pourraient faire pleurer Anatole. Donc, elle va dessiner, par exemple, des bobos, un ventre avec des éclairs rouges, des dents qui font mal, un monstre, la nuit, un fantôme, un placard, un gros chien pas gentil, plein de choses qui pourraient peut-être expliquer les pleurs d'Anatole. Elle va lui montrer chaque dessin, il va lui demander de pointer pourquoi est-ce qu'il pleure. Anatole va répondre non à chaque dessin, il va plutôt lui demander de lui fournir à lui-même une feuille et un crayon. Il va dessiner un petit garçon triste et il va dire Anatole. Et là, sa petite sœur se dit, bon,
Il pleure parce qu'il n'est pas content d'être Anatole. Elle ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Elle va se souvenir l'année dernière à l'école, il y avait une jeune fille qui lui avait dit qu'elle devrait, on la voit ici, qu'elle devrait arrêter de manger des frites parce qu'elle avait un ventre rond, que c'est pas joli, et qu'elle devrait arrêter de manger des frites à cause de ça. Et elle se souvient qu'à ce moment-là, elle n'était pas contente d'être elle-même. Et elle se dit que c'est peut-être la même chose qui s'applique à Anatole. Quand ça s'est arrivé, son père lui avait dit, pour la consoler un peu, pour lui redonner le sourire, lui avait dit que, bon, tant que son corps est confortable, tant qu'elle peut sauter avec son corps, qu'elle peut s'amuser, qu'elle se sent bien dans son corps, c'est juste ça l'important. C'est pas de quoi on a l'air, c'est comment on se sent qui est important. Donc, elle va appliquer cette même stratégie-là pour essayer de consoler son petit frère. Elle va, par exemple, lui montrer un catalogue de vêtements, puis elle va lui demander de pointer les vêtements qu'il aime dans le catalogue. Et il va pointer ici, il aime, par exemple, les salopettes, les jupes, les bottes de cow-boy, des chandails de baseball. Et on va lui commander tout ça, et il va arrêter de pleurer pour un moment. Donc, elle se dit, OK, ça fonctionne un petit peu. Elle va, la deuxième chose qu'elle va trier, si je peux dire, ça va être ses jouets. Donc, elle va sortir tous les jouets et elle va lui demander de choisir les jouets qui lui conviennent. Donc, il va choisir le coffre à outils, un cahier à colorier, un camion, une baguette magique et une pouliche. Et il a l'air de plus en plus content. Et comme ça, avec la sœur d'Anatole et son père, vont de plus en plus lui permettre de faire des choix sur de quoi est-ce qu'il a envie, avec quoi est-ce qu'il a envie de jouer, quel vêtement il a envie de revêtir, comment est-ce qu'il a envie de se comporter. Et sa sœur va se rendre compte, en fait, que de plus en plus, ils reçoivent des regards. Quand ils se promènent dans la rue, des gens qui regardent Anatole, qui le trouvent bizarre. Et son père va simplement se contenter de les saluer, de leur dire bonjour et de continuer son chemin comme si de rien n'était. Et au début, c'est un peu difficile pour Anatole et sa sœur de faire comme leur père, de faire comme si ces remarques-là ne les atteignaient pas. Mais de plus en plus, ils vont apprendre à faire comme leur père, à dire bonjour, bonjour, à continuer leur chemin. Et depuis ce temps-là, Anatole pleure beaucoup moins. Et on les voit ici, les trois, qui sont en train de savourer une collation, comme ça, par une belle journée ensoleillée. Donc, je trouve que c'est une belle histoire, justement. J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire, pas l'histoire, pardon, l'illustration à la toute fin. Je trouve qu'elle est super belle, c'est très coloré. Donc, voilà, c'est une belle histoire, justement, sur l'acceptation de soi, l'acceptation des autres aussi, le regard des autres, dans une proposition qui est un peu plus longue, un peu plus complexe à lire. Donc, je trouve que c'est chouette des fois pour, justement, comme je disais tantôt, comme lecture de transition. Il y a aussi un livre de ce genre-là qui est paru dans la collection Histoire de rire. Donc, je vais passer à l'autre collection pour continuer la présentation. Donc, Histoire de rire, des histoires pour vraiment développer le plaisir de lire. Ça va être des histoires drôles avec des punchs. On est vraiment dans le léger. Et une même proposition avec le même format dans cette collection-là, c'est Jaja la nuit de Valérie Boivin. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais là, on est en fait dans une bande dessinée. Comme ça ici. Donc, encore une fois, une proposition pour les plus vieux, je trouve qui est intéressante, mais qui reste tout de même très accessible. En fait, on va avoir cette fois-ci deux sœurs qui sont... En fait, c'est la nuit. Elles dorment dans la même chambre. Et en fait, Albertine, elle a de la misère à s'endormir parce que sa sœur, Jaja, elle ronfle beaucoup trop. On la voit ici qui ronfle. Et elle n'est pas capable de s'endormir. À un moment donné, Albertine va réussir à s'endormir parce qu'il n'y a plus de bruit. Et là, elle va se dire, mais attendez, c'est louche. Pourquoi est-ce qu'elle a tout d'un coup arrêté de ronfler? Elle va se rendre compte que sa sœur a disparu. Elle va se mettre à sa recherche. Et là, on va tomber dans une histoire où est-ce qu'on va un peu... Bon, vous savez, des fois, on fait des rêves, puis ce sont des histoires qui ont ni queue ni tête, là, ça fonctionne pas du tout. Il n'y a pas de logique derrière ces rêves-là. On reprend un peu ces concepts-là. On va se plonger dans une histoire où Albertine va aller à la recherche de sa sœur. Elle va rencontrer des animaux, des personnages qui vont lui demander des questions qui font aucun sens. Elle va en premier croiser dans le corridor un énorme pigeon.
qui va lui remettre une lettre de la part de sa sœur qui lui explique: Chère Albertine, je vois bien que tu n'arrives pas à dormir à cause de mes ronflements. Alors je te laisse, je pars à l'aventure. Dors bien, Jaja. Et là, Albertine va dire: mais c'est pas juste, c'est parti à l'aventure sans moi. Donc elle va vouloir absolument la retrouver. Elle va se promener dans la maison, elle va croiser une petite souris dans la cuisine qui fait griller des guimauves sur un feu. Et elle va demander à la souris: est-ce que tu as vu ma sœur Albertine? Donc la souris va lui demander: ah, c'est quoi son fromage préféré? Albertine va lui répondre: ben, le fromage couche-couche, je pense. Elle va dire: ah, non, je ne l'ai pas vu. Ok, continue de la chercher. Dans la cour, elle va rencontrer le président douanier directeur, qui est comme un petit soldat de plomb, comme ça. Et là, il va y avoir comme une répétition qui va se créer à chaque fois qu'elle va rencontrer un nouveau personnage. Donc, bonjour, avez-vous vu ma sœur? Elle s'appelle Jaja. Elle adore le fromage couche-couche. Et là, le nouveau personnage va lui poser une nouvelle question. Donc, par exemple, ici, il va lui demander quel bas est-ce qu'elle portait quand elle est disparue. Elle va dire un seul bas rose. Non, je ne l'ai pas vu. Elle va continuer sa quête. Elle va ensuite arriver dans un cours de Zumba qui se produit dans le salon, va rencontrer les participants, va dire: avez-vous vu ma sœur Jaja? Elle aime le fromage couche-couche, elle portait un seul bas rose. Et là, les participants vont lui demander: est-ce qu'elle est gauchère ou droitière? Ah, elle est gauchère. Ah non, je ne l'ai pas vue. OK, merci quand même. Et on reprend ce concept-là encore et encore et encore. Il y a Stéphanie qui nous dit: ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Exactement, on est vraiment là dans... C'est une aventure qui est éclatée, qui part dans tous les sens, qui va faire assurément rire et qui est vraiment une ode à l'imagination, si je peux dire, là, un peu comme Alice. C'est vrai que ça a des... Il y a un lien à faire avec ça. Et là, moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est le moment où elle va croiser un lapin. Et en plus, avec Alice au Pays des Merveilles. Le lapin va dire: vous cherchez votre sœur? Oui, oui. Elle est environ grande comme ça? Oui, oui. Elle ne porte qu'une seule chaussette? Oui. Et lorsqu'elle sera grande, elle voudrait travailler dans un magasin de sluts aux fraises? Oui, 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 c'est elle que je cherche. Et le lapin va dire: ah non, je ne l'ai pas vue. Je trouve que ce punch-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment drôle. Et là, bon, évidemment, Albertine est vraiment fâchée contre le lapin qui lui a donné un faux espoir. Et là, on a sa sœur qui va sortir de derrière un buisson, qui va lui dire: ah, Albertine, t'étais là! Et elle est en train de jouer aux cartes avec Madame Toast. Comme ça. Donc, les deux filles vont se mettre à jouer aux cartes. Et là, dans les cartes, il va y avoir leur père qui va apparaître et qui va leur dire d'aller se coucher. Donc, c'est le genre d'histoire, encore une fois, comme Alice au Pays des Merveilles. On ne sait pas si ça s'est passé pour vrai. Hein? Dans Alice, elle s'assoupile en lisant un livre et elle vit toutes ses aventures. On se questionne un peu: est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'est un jeu que les sœurs se sont donné? Est-ce que c'est juste un fruit de leur imagination? Est-ce qu'elles ont inventé une histoire comme ça? On ne sait pas vraiment, mais voilà, je trouve que c'est un livre qui est justement là, une lettre d'amour à l'imagination, où est-ce qu'on est vraiment... puis il y a l'effet de répétition, de comptine un peu que j'aime beaucoup. Ça permet de faire aussi des anticipations à la lecture. Donc voilà pour Jaja la nuit. Je vais continuer dans la collection Histoire de rire. Je vais prendre un petit peu d'eau avant de continuer. Dans la collection Histoire de rire avec... Je pense que je suis prête à dire que c'est mon préféré dans cette collection-là. C'est une histoire de Tania Baladi, illustrée par Audrey Malo. Ça s'appelle Prends un numéro. Donc, on va en fait, cette histoire-là se situe dans une forêt où on va avoir plein d'animaux. Au début, on a un lièvre. Le lièvre fait sa balade quotidienne dans la forêt. Et il va s'arrêter. En fait, on le voit ici, là, qui fait sa balade. Et là, il y a comme plein de flèches qui apparaissent, qui indiquent des chemins un peu contradictoires. Il se dit: ben voyons, qu'est-ce qu'il a mis ça là? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va arriver devant une pancarte qui dit: prenez un numéro. Avec une petite distributrice de numéros. Et là, on a l'écureuil et la taupe qui sont déjà en train d'attendre. Et là,
Le lapin va dire ben, pourquoi est-ce que je dois prendre un numéro? J'allais simplement me promener en forêt. Et la taupe va lui dire ben, c'est écrit, là, prenez un numéro. Et l'écureuil, pardon, va dire il faut suivre la procédure et attendre ton tour. Donc, le lièvre va dire bon, ok, je vais prendre mon numéro. Mais il se dit oui, mais la forêt, ça appartient à tout le monde, ça fait pas de sens qu'on doit prendre un numéro. Et la taupe et l'écureuil vont dire c'est comme ça dit qu'on doit prendre un numéro, il faut prendre un numéro, on peut pas dépasser, c'est très mal poli. On a ensuite un autre animal, le blaireau, qui arrive. Même chose. On va dire, mais pourquoi faut que je prenne un numéro? Ben, parce que c'est écrit, prendre un numéro, puis si tu prends pas un numéro, ben, tu dépasses tout le monde, puis dépasser tout le monde, c'est pas très poli. Bon, ok, je vais prendre un numéro. Et à chaque fois qu'on a, ça se répète avec des nouveaux animaux à chaque fois. Et on a toujours, avant que le nouvel animal arrive, on a ces bruits de pas, comme ça. Donc ici, on a tap, tap, tap. La dernière fois, on avait foot, foot, foot. Donc, ça permet de faire de l'anticipation. Quel animal pourrait arriver? Quel animal a des pas qui pourraient ressembler à ce bruit-là? On peut faire le bruit à voix haute. Ça peut rajouter justement un petit côté interactif et essayer de deviner quel autre animal s'en vient. Donc, on a par exemple le renard qui va arriver et on a toujours les mêmes phrases qui se répètent à chaque fois. Et là, bon, là, j'ai tourné les pages, là, ils sont rendus écureuil, taupe, lièvre, blaireau, renard et louve qui attendent. Ils attendent, puis le numéro est toujours 12. Le numéro ne change pas. Tout le monde a un numéro qui est plus haut que 12, mais il n'y a jamais un autre numéro qui est appelé. Et le temps va passer, hein. La compagnie est assez agréable. Les animaux vont devenir amis, vont faire des jeux. Et bon, vous savez, comme on dit, que le temps passe vite en bonne compagnie. Et dans le fond de le dire, c'est rendu l'anniversaire de la taupe. Et là, on les voit qui sont tous devenus vieux, hein. On a ce personnage-là qui est rendu avec une marchette. Les personnages ont des rides. Comme ça, ils sont devenus super vieux. Depuis ce temps-là, ils attendent toujours leur numéro. Et là, l'écureuil va dire hey, c'est mon numéro qui est appelé. Le numéro change enfin. Donc, il va poursuivre son chemin. Son numéro a été appelé. Il y a même des. La nature a repris le dessus sur la machine, prenez un numéro. Il y a des feuilles qui ont poussé. Et chacun va être comme ça appelé à son tour, enfin, 10 ans plus tard. Et là, on a l'histoire finie comme ça. Et là, on a un petit punch, si je peux dire. On nous dit 10 ans plus tôt. On a deux humains qui se promènent comme ça, qui installent la pancarte, prenez un numéro. Et là, le premier dit attends, je crois qu'on a installé le matériel au mauvais endroit. L'autre va répondre on n'a pas le temps de revenir en arrière, t'inquiète, personne ne va s'en rendre compte. Et finalement, cette pancarte-là prenait un numéro, n'avait aucune raison d'être là. Et les animaux ont un peu attendu, justement, pour rien, mais juste parce que quand on dit que les choses doivent être comme ça, puis personne ne sait vraiment pourquoi les choses sont comme ça, mais on fait ça comme ça depuis toujours, sans poser de questions. Donc, à la toute fin, on a justement un petit dossier là-dessus, justement sur la patience, mais aussi l'obéissance et les règles. Pourquoi est-ce que des fois, il y a des règles, qu'on ne sait pas trop pourquoi elles sont là, et pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir des fois à ces règles-là qui sont vues comme allant de soi, mais des fois, quand on s'y penche, quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est peut-être pas la manière la plus efficace de fonctionner, ou c'est peut-être des règles qui ont plus, qui ont plus leur place. Et je trouve aussi que, bon, ça c'est ma réflexion personnelle, mais je trouve aussi que il y a quelque chose dans cette histoire-là de, bon, on a les deux personnages humains qui ont mis cela, qui ont dit on s'est trompé, mais finalement personne ne va s'en rendre compte parce que c'est au fin fond de la forêt. Mais des fois, on pense juste à nous, les humains, mais des fois, c'est des gestes qui peuvent avoir des impacts sur les animaux, sur les plantes, sur la biodiversité en général. On n'y réfléchit pas d'emblée, mais des fois, de se poser la question, bon, est-ce que moi, personnellement, ça ne m'affecte pas, mais est-ce que ça peut affecter les autres? Et des fois, de prendre action par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une histoire qui est très drôle parce que là, on les trouve ridicules, les animaux, mais après ça, quand on prend le temps de réfléchir, il y a quand même un message qui est important là, derrière cette histoire-là, mais c'est sûr que ça va faire rigoler à coup sûr. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très drôle comme histoire.
Le prochain livre aussi, je le trouve vraiment drôle. Puis là, on parlait d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un livre dans lequel on va avoir des références à plusieurs contes, dont Alice au Pays des Merveilles, mais aussi des fables qu'on connaît très bien. Ça s'appelle La déconfiture du lièvre. Et le livre nous est présenté comme si c'était un journal. Donc, on a dernière heure, La déconfiture du lièvre, texte de Robert Soulière, illustration de Sans Cravate. Et là, on a comme des titres là, accrocheurs. On a La maison des trois petits cochons détruite à la page 10. Euh, on parle d'Alice au Pays des Merveilles à la page 16, comme ça. Puis si on retourne le livre à la quatrième de couverture, on a comme le dos de l'édition. Donc, on a le résumé comme ça, mais on a les prévisions météorologiques. On a une annonce de Pierre Lapin, le film, on note 4 carottes et demie. On a une suggestion de littérature, un livre à lire, qui est un autre album de la collection Fonfon. Gastronomie chez Alice, un salon de thé coloré offrant un choix de boissons très impressionnant. Ça vaut le détour. Donc, je trouve que la présentation du livre est vraiment chouette. Je la trouve vraiment originale. Ça donne envie de le lire. Et ensuite, on va dans le livre, il y a un journaliste qui est en train d'interviewer le lièvre à la suite de sa défaite contre la tortue. Donc, la fable qu'on connaît très bien. Donc, on voit ici le lièvre qui est en train de se faire interviewer pour la télé. Donc, il dit, mais comment avez-vous pu perdre cette course pourtant si facile à gagner pour vous? Qu'avez-vous fait pour la terminer avec plus de 32 minutes de retard? Demande la journaliste. Et c'est là que le lièvre va dire, mais vous savez, moi, euh, j'ai pas flâné, c'est pas pour ça que j'ai perdu la course, parce qu'il m'est arrivé plein de choses. Et là, il va se mettre à nous raconter tout ce qui lui est arrivé. Bon, premièrement, il a commencé la course. Et là, il s'est mis à faire une autre course contre un loup. Et il a bien évidemment gagné cette course-là parce que le loup a dû abandonner parce qu'il devait aller voir sa grand-mère. Donc ici, on a une référence au petit chaperon rouge. Ensuite, il a continué son chemin. Puis là, il a vu qu'il y avait trois petits cochons, que leur maison venait d'être détruite. Donc, il leur a proposé son aide pour leur construire une nouvelle maison. Après ça, après avoir construit une maison complète, il était un peu fatigué, donc il a décidé d'aller au cinéma. Et il est allé voir le film Pierre Lapin, qu'il nous recommande fortement. Ensuite, il est arrêté jouer aux jeux vidéo avec ses amis. Ici, on reconnaît l'univers de Mario. Et là, quand il a fini sa partie de jeux vidéo, il s'est souvenu qu'il avait été invité à la fête de son amie Alice. Et évidemment, il va arriver en retard. Donc, on se souvient du personnage du lapin qui est toujours en retard dans Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, il va aller aider Réponse. Réponse qui doit se coiffer pour une soirée romantique avec le prince. Et elle avait vraiment besoin d'aide pour coiffer ses cheveux. Donc, il va aller l'aider. Et après ça, après tout ça, il s'est rappelé qu'il y avait une course à terminer contre la tortue. Donc, il s'est dit, bon, je vais me reposer un peu là, avant de poursuivre la course. Et après ça, quand il s'est réveillé de sa sieste, il a vu la tortue qui est en train d'arriver de peine et de misère à la ligne d'arrivée. Il a décidé de la laisser gagner pour lui donner confiance en elle. Donc, dans le fond, lui, sa défaite, c'est pas du tout parce qu'il était paresseux, c'est au contraire parce qu'il voulait donner confiance en la tortue, voulait la faire gagner un peu pour être gentil avec elle. Et là, à la toute fin, il va nous dire vous savez, parfois, c'est bien de laisser gagner les autres pour qu'ils reprennent confiance en eux. Mais il faut les laisser gagner sans rechigner et faire semblant avec élégance et conviction. Et un jour, oui, un jour, j'en suis certain, une tortue gagnera réellement une course contre un lièvre. Les tortues deviendront peut-être même plus rapides que les lièvres. On peut s'attendre à tout avec les changements climatiques. Bon, je dois vous laisser. Un certain monsieur Lescargot m'a lancé un défi, encore une course à faire. Vous devriez l'emporter cette fois, non? Demande la journaliste. Rien n'est moins sûr. À votre place, je parierais sur l'escargot. Et monsieur le lièvre partit en son rendez-vous en chantant. Donc, on voit qu'il va probablement répéter cette même gentillesse, si je peux dire, pour l'escargot qui semble si fier de potentiellement gagner la course contre le lièvre. Et à la toute fin, on a un dossier sur les animaux les vitesses des animaux. Donc, on a la vitesse d'un escargot jusqu'à la vitesse d'un guépard en kilomètres à l'heure. Et on a aussi un petit dossier sur les contes et les fables. Donc, je trouve que c'est une belle histoire, justement, pour
aborder les différents contes classiques, les fables de La Fontaine qu'on connaît bien, avec justement la touche d'humour comme ça. Je trouve que c'est une belle introduction à ce genre de texte-là. Et bon, je trouve que la morale aussi à la fin, là, on peut décider, bon, est-ce qu'on croit le lièvre comme quoi il a vraiment fait ça par simple bonté ou est-ce qu'il est un petit peu baveux, si je peux dire, et qu'il essaye de se donner le bon rôle alors qu'il a peut-être flâné un peu comme il s'obstine à dire qu'il n'a pas fait. Mais voilà, c'est une discussion qu'on peut avoir à la suite du livre, mais je trouve que c'est une même manière de revisiter les histoires plus classiques. Là. Je vais peut-être présenter un dernier livre de cette collection-là parce que je veux quand même, là, il me reste un petit peu plus que 10 minutes, mais je vais vous présenter aussi les livres de la collection Sorbet après. Je vais passer. J'aime bien celui-là. À qui la frite? De Chloé Varin et France Cormier. Je trouve que il y a un message très d'actualité derrière ce livre-là. Donc, on fait la rencontre de Gontran. Oui, c'est ça, Gontran. Oui, j'ai un doute, pardon. Donc, Gontran, c'est un goéland. Et lui et sa bande, ils ont pris d'assaut le stationnement d'un camp scout et ils vont voler les frites des gens qui vont faire des pique-niques à ce camp scout-là. Et bon, il est vraiment le chef de la bande. Là. À qui est la frite? À nous, la frite. À qui est la frite? À nous, la frite. Comme ça. Et il dit, bon, on dit, cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux. Mais là, Gontran va nous avouer que lui, il voit souvent sur les réseaux sociaux sa cousine Mariette Lamouette, qui habite sur le bord de la mer, et il trouve qu'elle a l'air vraiment chanceuse. Elle a l'air heureuse d'être dans un endroit si pittoresque sur le bord de la mer où elle peut entendre les oiseaux. Lui il est dans un stationnement en asphalte au milieu d'un centre-ville. Il trouve qu'elle a l'air de mener une bien plus belle vie que lui. On va ensuite rencontrer Mariette, justement, qui habite sur le bord de la mer, comme je viens de vous dire. Et elle voit Gontran, son cousin, sur les réseaux sociaux. Et elle trouve qu'il a l'air bien plus cool qu'elle. Il a l'air plus viril. Et il est aussi chanceux parce que lui, il a de la nourriture à volonté, comme ça, sans vraiment avoir à se casser la tête pour en trouver. Alors qu'elle, elle doit pêcher pour trouver la nourriture. Et des fois, c'est un peu difficile d'en avoir assez parce que, la nourriture ne lui est pas donnée tout cuit dans le bec. Donc, les deux, chacun de leur côté, vont décider de rendre visite l'un à l'autre. Sauf qu'ils partent en même temps. Donc, ils vont se croiser, puis ils vont arriver chez l'autre et se rendre compte que l'autre est parti les rejoindre chez eux. Donc, ils vont, pendant quelques jours, vivre la vie de l'autre. Et au début, ça va être vraiment parfait. Donc, Gontran va se dire, oh, mais qu'est-ce qu'on est bien ici. C'est le calme, on entend le bruit des vagues. J'ai la paix, je peux m'étendre sur le sable chaud. De son côté, Mariette va dire, mais qu'est-ce qu'on est bien ici, on a de la nourriture à volonté. Je peux être la chef d'une bande de goélands comme ça. Et plus les jours vont passer, en fait, on est rendu au jour 17. Ici, on les voit un peu comme ça, de jour en jour. Et Gontran va commencer à s'ennuyer un peu de ses amis. Il trouve personne à qui parler. Il trouve que ça commence à être un peu plate. Et Mariette, elle, de son côté, va trouver que c'est vrai que l'asphalte, c'était un peu moins pittoresque que le bord de la mer. Puis elle s'ennuie du son des vagues. Donc, ils vont reprendre leur chemin. Chacun repart de leur côté, se croisent au milieu et retournent chez eux où est-ce qu'ils étaient au début. Ils vont se rendre compte finalement que, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils voyaient de la vie de l'autre. C'est une simple parcelle. On voit les belles choses, mais on ne voit pas nécessairement le mauvais côté. Et que ce qui leur semblait comme étant la vie parfaite n'est peut-être pas si parfaite que ça. Et au final, les deux sont bien mieux où est-ce qu'ils étaient, pardon, au début dans leur environnement qu'ils connaissent. Et à la suite de la lecture, on va avoir un dossier qui fait la différence entre les goélands et les mouettes. Donc, il y a bien les différences entre les deux. On va nous expliquer comment les différencier. Puis on a même une recette de guédilles aux crevettes, si jamais ça vous intéresse.
Donc voilà, je trouve que c'est encore une fois, c'est une histoire qui est un peu comme prend un numéro à première vue. C'est une histoire qui est super drôle. On voit les deux là, qui veulent aller se visiter puis qui finissent toujours par arriver alors que l'autre est déjà parti. Mais quand on y réfléchit après, je pense que c'est un message qui est très actuel. Des fois, les réseaux sociaux font vraiment partie quotidienne de notre vie, qu'on le veuille ou non. Et des fois, ça peut donner lieu à des comparaisons qui n'ont peut-être pas lieu d'être et qui ne sont pas, on peut juger la vie de quelqu'un par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une simple portion de sa vie. On ne voit pas tout et c'est pas, comment dire, il n'y a pas le seul terme qui me vient à l'esprit, c'est jalousie pour l'instant, c'est peut-être pas le bon terme, mais bref, de ne pas se comparer aux autres, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ce qu'on choisit de publier sur les réseaux sociaux. Je vais prendre le petit dernier 5-7 minutes qui me reste pour vous présenter la collection Sorbet. Donc, comme je vous disais au début, c'est une collection de romans pour débuter la lecture autonome. Pour l'instant, il y a 2 titres qui sont parus à la collection, donc c'est une nouveauté. Donc, on a Chloé et le secret de la sorcière, qui est écrit par Chloé Varin, illustré par Catherine Brun-Grenier. Pardon, et André suit une drôle de piste de André Marois, illustré par Xavier Cadieux. Pardon. Donc, ce sont des livres qui sont vraiment pensés. La manière dont les livres ont été créés, on a vraiment consulté des professionnels pour s'assurer que tout est réfléchi dans une volonté de rendre le texte le plus accessible possible. Les romans font chacun 72 pages. On a des illustrations qui accompagnent le texte. On a un texte aussi qui est assez bien espacé. On a une police de caractère arrondie sans empattement. Donc, ça permet de faciliter la lecture. On a aussi un glossaire à la fin. Donc, certains mots qui peuvent porter à confusion, qui peuvent peut-être être plus difficiles, vont être surlignés d'une couleur. Et à la toute fin, on a le glossaire avec les définitions comme ça, puis on nous définit même ça veut dire quoi le mot glossaire. Je trouve que c'est bien pensé. Et les récits, en fait, ces 2 récits-là, ce sont des récits policiers et ils vont respecter le schéma narratif en 5 temps. Hein. Donc, on a la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Donc, vraiment, c'est des livres qui sont faciles à suivre. On veut vraiment penser tout pour le succès, là, pour que ce soit des livres pour développer la lecture autonome. Donc, dans Chloé et le secret de la sorcière, on a le personnage Chloé comme ça qui va faire la rencontre. En fait, ses parents sont séparés. Elle va faire la rencontre de la nouvelle compagne de son père. Et elle trouve que cette dame-là a l'air pas mal louche. Elle a l'impression qu'elle a ensorcelé son père. Parce que son père, qui est d'habitude un homme très, très, très sérieux, très strict, il se met à porter des chemises hawaïennes comme ça. C'est vraiment pas normal. Il va se mettre à avoir envie de faire un barbecue sous la pluie, de faire des activités comme ça, complètement folles. Et Chloé va dire c'est louche, cette femme-là a 100% ensorcelé mon père. Quand elle va la rencontrer, en fait, elle va confirmer ses soupçons parce que la nouvelle compagne de son père, elle a un chat noir, elle se promène avec une marmite et elle a une verrue sur le bout de son nez. Donc, sans aucun doute, c'est une sorcière. Elles sont invitées à dormir chez cette dame et elle va faire une liste. Qu'est-ce que ma belle-mère et les sorcières ont en commun? Donc, ça, c'est tous les indices qu'elle a relevés dans la maison de la dame une grande marmite, une verrue sur le nez, un animal qui parle, des livres en langue étrangère, des fines herbes et beaucoup de plantes, un vieux balai tout tordu, et elle croit en la magie. C'est très, très louche. C'est sûr qu'elle est une sorcière. Pendant la nuit, elle va se réveiller pour aller l'espionner et elle va la voir qui est en train de se déguiser. Donc, elle porte une perruque, elle porte une longue robe, elle a des bottes comme ça aussi. Et elle se dit, voilà la preuve que ma belle-mère est une sorcière. Et bon, c'est un exemple, je vous disais, là, il y a des mots en couleur avec le glossaire, ici, métamorphose, par exemple, est en vert foncé, donc ça nous indique la définition de ce mot-là dans le glossaire. Et elle va se mettre à suivre sa belle-mère. Elle va embarquer incognito sur la banquette arrière de son véhicule. Et là, on est au milieu de la nuit. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va. Et en fait, le récit va se transformer en espèce
on est vraiment à la James Bond de Mission Impossible, si je peux dire, là. Donc, on va avoir une partie sans texte comme ça, où elle va suivre sa belle-mère et se rendre compte, en fait, qu'elle n'est pas une sorcière, elle est une espionne. Et elle va l'aider dans euh, son, son- sa quête qu'elle doit remplir ce soir-là. Et en fait, cette partie-là, elle est sans texte. Et on ne sait pas trop c'est quoi sa mission. On la voit qui, bon, infiltre une espèce de réunion, on n'en sait pas plus. Donc ça, c'est pour l'anticipation aussi, pour, bon, essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu décrirais la mission de la belle-mère de Chloé. Là, c'est vraiment chouette. Et à la toute fin, tout ce qu'on sait de la mission, c'est que elle a demandé à Chloé de ne pas dire à son père qu'elle était une espionne parce que c'est un secret qu'elle doit garder pour elle. Et il va se développer une espèce de complicité, si je peux dire, entre les deux. Et voilà, donc c'est une histoire qui est super drôle où est-ce que on peut justement pratiquer l'anticipation avec cette espèce de section-là qui est assez mystérieuse, où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe avec la belle-mère qui est en fait une espionne, où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et on a un peu le même concept pour pratiquer l'anticipation dans André suit une drôle de piste. En fait, André il se promène après une tempête de neige et il va trouver plein de traces dans la neige, des traces qui sont étranges. Et avec sa loupe, il va essayer de deviner à qui appartiennent ces traces. Donc, en tant que lecteur aussi, on peut jouer au jeu. André va faire des, euh, des, des hypothèses. Bon, est-ce que ça pourrait être, bon, par exemple, ici, on a des traces étranges, on a un pied avec des petits ronds comme ça. Bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Il va émettre certaines hypothèses, des fois farfelues, des fois euh, plus, euh, plus réfléchies. Et on peut, avec lui, essayer de deviner. Bon, dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui se promenait en bikini. Et c'est ce qui explique les traces étranges. Donc, et voilà, il va voir aussi bon, une trace comme ça. Il va se rendre compte que c'est une, une mamie qui se promène avec sa marchette et c'est ça qui crée les sillons dans la neige. Donc voilà, donc on peut, comme André, devenir un peu détective des traces. Puis après ça, bon, évidemment, là, c'est le temps de l'année parfait pour lire ce livre-là. Puis après ça, on peut aller à l'extérieur, poursuivre un peu l'histoire, utiliser les mêmes techniques qu'André pour essayer nous-mêmes de trouver à qui appartiennent les traces dans la neige. Donc, c'est ce que j'avais le temps de vous présenter pour les éditions Fonfon. J'espère que vous avez fait des découvertes, j'espère que vous avez trouvé des livres intéressants.